Lors d'une conférence de presse mercredi 16 septembre à Bamako, la junte malienne a pour la première fois affirmé officiellement qu'elle était pour une transition dirigée par un militaire. C'est la première fois qu'ils le disent officiellement. Les militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août, donc aujourd'hui cela fait un mois, jour pour jour à Bamako, sont plutôt proches des idées de la frange de la population qui affirme qu'ils doivent diriger la transition, mais ils sont désormais obligés de tenir compte de l'avis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui exige que des civils soient portés à la tête de la transition. Le fait que les militaires veulent, Bosolé Yobeko, diriger la transition, ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Vous vous rappelez que, je crois, c'est le 10 août, et on était sur ce plateau, et il a été question d'une supposée entente entre le mouvement, le M5 et la junte. Et j'ai dit ici que ce n'était pas sûr que qu'il y ait une attente entre eux. Le 10 septembre, le 10 août, le coup d'État n'avait pas encore eu lieu. Hein. Le 10 septembre. Le 10 septembre, oui. D'accord. Donc, ce qui veut dire que dans ces circonstances, moi, je le dis, je continue toujours par dire que le coup d'État qui a été fait au Mali est une erreur. Et vraiment, la suite des événements le démontre déjà. J'espère que ça va s'améliorer. Et les militaires qui ont fait le coup d'État, ils avaient dans leur programme ils veulent diriger la transition pour régler les problèmes du Mali, entre guillemets. Donc, nous savons aussi que le M5 a commencé par demander le départ du président Ibeka avant le coup d'État. Donc le M5 aussi veut jouer un rôle, sinon le rôle principal même de la transition. Mais toujours est-il que les militaires avaient quand même cette idée-là de diriger la transition. Et lorsqu'il y a eu des concertations et les assises nationales, il a été clair que surtout une grande partie de la population, des forces vives, a voulu que les civils conduisent la transition, ou bien que le président de la République et le Premier ministre soient des civils. Et c'est ce qui a été aussi le souhait, ou bien l'exigence même de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et a demandé dès le départ que la transition soit dirigée par un civil comme président et un autre civil comme Premier ministre. Premier ministre. Donc, le lundi passé, je crois que c'est le lundi, cette semaine, je crois, la junte a été reçue par le mardi plutôt. Le mardi par les chefs d'État de la CEDEAO, et ils ont été clairs, ils ont réitéré cette exigence de mettre à la tête de la transition comme président un civil et Premier ministre également un civil. Donc je crois que la junte a pris acte de l'exigence de la CEDEAO, et de retour au Mali, ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de diriger la transition, et qu'avec les conditions de la CEDEAO, surtout les conditions pour la levée de l'embargo, et qui est contre l'embargo sur le plan économique surtout, subi par le Mali, il faut que la transition soit dirigée par des civils. Donc, je crois que la junte a pris acte, et aussi, on sent aussi dans les démarches de la junte qu'ils ne veulent pas s'opposer de manière frontale à la CEDEAO, et ils recueillent les avis. Et je suis sûr que on s'achemine vers une transition avec un président civil au pouvoir. Mais ici, puisque la junte l'affirme, qu'elle souhaite diriger la période de la transition, sachant très bien, quand ils étaient en conférence de presse, Ismaël Ouagé, le colonel, a dit que toutes les options sont sur la table. Et on n'oublie pas que cette conférence de presse
fait suite au retour d'Accra où il leur a été dit clairement pas de militaires à la tête de la transition. Finalement, la jeune joue à quoi? Vous savez, quand quelqu'un qui est chargé de l'entretien d'une salle renverse sciemment de l'eau par terre, n'attendez pas qu'une autre personne vienne pour essuyer l'eau ou pour mettre au propre la salle. Ça veut dire qu'on veut s'occuper. C'est pour ça qu'on a renversé effectivement l'eau. La junte, qu'on ne se trompe pas, la junte n'a pas du tout envie qu'un civil dirige ce pays. Non. On fait un coup d'État pour diriger le pays pendant un temps parce qu'on a vu que quelque chose n'allait pas et qu'on était la solution ou bien le miracle ou la potion magique. Alors aujourd'hui, dans le cas de la junte est contrainte par la CEDEAO de mettre à la tête du pays un président civil. Quoique, par expérience, pour ce qui s'est passé dans beaucoup de pays en Afrique, dans ce cas même, le président civil n'a pas assez de pouvoir. Oui. On a vu dans d'autres pays, les militaires ont mis un civil au pouvoir et quelques années après, on revient pour reprendre le pouvoir où on dirige carrément le civil qui devient une sorte de marionnette. Et ça, on a senti que la CEDEAO a été également très prudente sur ça. Elle a averti ses présidents civils, premier ministre civil, aucun organe au-dessus de la transition. Oui. Si les militaires veulent être vice-président, il n'y a pas de problème, mais ils ne remplaceront pas le président civil en cas de vacances. C'est ça, en fait, c'est ça qui fait mal à la junte, parce que vous savez, à Accra, la junte n'a pas rencontré que les chefs d'État en exercice. La junte a rendu également visite à l'ancien président Didier Ronlis, dont on connaît bien l'histoire, qui est venu au pouvoir par coup d'État, et qui après aujourd'hui appelé le père de la démocratie ghanéenne, mais tout le monde sait comment ça s'était passé effectivement pour que Ronlis prenne la tête du Ghana. Alors ils sont partis officiellement pour une visite de courtoisie pour saluer l'ancien président, mais aussi pour obtenir des conseils de chez lui. Quels conseils? En réalité, la junte militaire au pouvoir au Mali avait besoin juste d'avoir cette photo avec M. Ronlis. Il ne faut pas qu'on se trompe. En communication, la photo de la junte avec au milieu M. Ronlis leur suffisait largement pour faire d'abord beaucoup de choses au niveau national, c'est-à-dire au niveau du Mali, comme en Afrique et ailleurs. Et il fallait aussi troubler un peu l'esprit des chefs d'État en exercice, les chefs d'État de la CEDEAO, en leur disant, écoutez, vous nous dites autre chose, vous ne savez pas ce que votre prédécesseur ou aîné nous a dit. Donc ça, on sème le doute ou les troubles dans leur tête. Aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est que la junte n'a pas envie qu'un civil dirige le pays. La junte veut avoir son mot à dire sur tout ce qui va concerner la gestion du Mali. Et en même temps qu'on a peur de la CEDEAO et de ses sanctions, on ne veut pas aussi montrer une faiblesse parce que nous sommes dans un pays où les djihadistes prennent du pas, où Bamako est une ville qui n'est pas en très grande sécurité, un pays où à n'importe quel moment les militaires sont frappés, les gendarmes meurent, les policiers meurent et même les civils, et un pays où on ne sait pas réellement la réponse de ceux qui étaient dans la rue. Parce que si ceux qui étaient dans la rue et qui ont exigé que M. Ibé Kapat se retrouve avec une junte qui ne veut pas effectivement faire des concessions ou discuter, autre chose, on pourrait assister à autre chose. Aujourd'hui, la junte ne veut pas qu'une personne, à part les militaires, dirige le Mali. Et la junte a peur aussi des sanctions. Mais du moment où les sanctions n'ont pas visé directement ceux qui ont fait le coup d'État, c'est plutôt les sanctions économiques. Les sanctions tout à l'heure. Est-ce qu'on n'assiste pas là ou est-ce qu'on n'assistera pas là à un début de bras de fer entre junte et CEDEAO? Ça serait un peu difficile qu'il y ait bras de fer entre la junte et la CEDEAO. C'est à mon avis, parce que au début, quand la junte a fait le coup d'État, il y a eu un semblant d'onction donnée par tout le peuple à ce coup d'État. Mais maintenant, la donne a changé. Il y a une partie de la population, une partie des forces vives qui s'opposent à certaines des propositions
de la junte, notamment que la junte dirige la transition. Donc, la junte pouvait gagner en ayant un bras de fer avec la CEDEAO si la population malienne était unanime derrière elle. Mais actuellement, il y a quand même de ces dissensions-là au niveau des forces vives. Et notamment, il ne faut pas sous-estimer aussi l'importance du M5 et dans la vie politique au Mali actuellement. Donc le M5 déjà, qui d'une manière générale a rejeté les conclusions, la feuille de route telle que publiée par la junte. Déjà, il faut savoir qu'il y a un problème. Donc, avec l'opposition qu'il y a au niveau interne, la junte n'a pas la force nécessaire pour pouvoir s'opposer de manière frontale, avoir un bras de fer avec la CEDEAO d'une part. Secondo, les sanctions prises par la CEDEAO font effet déjà au niveau du Mali. Et les gens souffrent de ces sanctions. On apprend qu'au niveau même de Gao, les gens crient déjà à la souffrance et aux effets des sanctions. Donc, et la dissension en interne au niveau du Mali avec l'opposition du M5 et les sanctions de la CEDEAO ne permettent pas à la junte de pouvoir avoir un bras de fer avec la CEDEAO. Et surtout aussi que la junte montre au peuple qu'elle n'est pas venue, elle n'est pas comme ceux-là à qui on reproche de mauvaise gouvernance ou d'antidémocrate. Lorsqu'il y a le peuple qui exige quelque chose, le peuple a exigé le départ d'Ibeka parce qu'il veut la bonne gouvernance. Il veut que la démocratie, n'oublions pas ça, le Mali est un pays de démocratie. Et la démocratie, quel que soit les dirigeants au pouvoir, le peuple veut la démocratie. Et la démocratie, c'est ce que la majorité du peuple dit, et il faut qu'on l'applique. Donc actuellement, le peuple demande à ce que la transition soit dirigée par un civil. Et la CEDEAO aussi, dans ses exigences, oblige la junte à mettre un civil comme président de la République. Donc la junte est entre le marteau et l'enclume. Et ça serait très difficile d'engager un bras de fer avec la CEDEAO dans ces conditions. Justement, est-ce que vous pensez que même si la junte dit que toutes les options sont sur la table, finalement, est-ce qu'elle va réussir à faire prévaloir l'option d'un militaire au détriment de ce que veut la CEDEAO? La CEDEAO ne va jamais accepter d'une façon officielle qu'un militaire dirige le pays, surtout un militaire issu de la junte qui a fait le coup d'État. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu un bon coup d'État. Tous les coups d'État sont de mauvais coups d'État, puisque la démocratie et la bonne gouvernance exigent qu'on passe par les urnes pour accéder au pouvoir. Alors, si c'est le peuple qui faisait sa révolution, comme cela allait commencer pratiquement, et qui chassait le président, ça c'est autre chose. Mais quand c'est des militaires qui sont armés, qui imposent effectivement au président de quitter son fauteuil, ça c'est un coup d'État et il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, c'est mauvais. Alors aujourd'hui, la junte ne veut pas être effectivement en bras de fer avec la CEDEAO, mais ces exigences vont l'y conduire parce que de toute façon, la junte ne veut pas qu'un civil dirige la transition, qu'un civil soit à la primature. Et la CEDEAO dit non, c'est ce que nous devons faire d'abord pour commencer et on saura que vous avez la bonne foi. Aujourd'hui, ce qui va se passer au Mali, nul ne sait, mais on peut déjà prévoir qu'il y aura effectivement un problème, un conflit entre la CEDEAO et la junte, même si
officiellement, la CEDEAO n'a pas l'habitude de mettre tout sur la place publique parce qu'il y a beaucoup de diplomatie qui se joue. On attend même un médiateur officiel qui sera au Mali pour une longue durée, pour pouvoir continuer les discussions entamées par les présidents de la CEDEAO. Oui. Aujourd'hui, la junte est sur plusieurs fronts en même temps, parce que quand on fait un coup d'État, ce n'est pas tout le peuple qui applaudit le coup d'État. Il y a une partie du peuple qui est d'accord, il y a une partie qui n'est pas d'accord. Alors, il y a les hommes de IBK qui n'ont pas dit leur dernier mot en réalité et qui vont continuer aussi par faire leur plan dans les coulisses. Et il y a également ceux qui étaient dans la rue, les contestataires, les amis de l'imam Diko, et qui aussi pensaient que vous êtes venus libérer le peuple, alors dégagez le plancher pour qu'on puisse diriger. Bon, pas imam Diko en personne. Il a quand même il a accordé une interview dans laquelle il a semblé un peu menacer les militaires en disant qu'il pourrait à nouveau redescendre dans les rues s'il ne laisse pas le pouvoir. Oui, c'est comme vous êtes parti au champ, vous avez labouré une grande partie de votre terrain, il restait juste des mille lots à labourer, et voilà, quelqu'un vient avec des tracteurs et puis hop, et dit j'ai tout fait, alors que vous avez fait la grande partie. Alors pour ceux qui étaient dans la rue, les contestataires, les militaires ont juste profité de la faiblesse d'IBK et des mouvements qui étaient en situation au Mali pour pouvoir réussir ce coup d'État. Parce que IBK s'attendait à tout, sauf au renversement de la part des militaires. Alors, il n'a pas vu ce côté-là et c'est là qu'il a été pris au piège. Aujourd'hui, le plus simple, c'est que quand vous avez fini de faire votre coup d'État, vous dites que vous êtes venu balayer la maison, vous avez fini de balayer, laissez ceux qui doivent s'asseoir au salon, restez à votre véranda ou, je ne sais pas, sur votre terrasse, et puis observez. Vous avez fait quelque chose que certains ont applaudi. Maintenant, quand il faut mal finir, ça ne va pas. Mais la crainte de la junte, en réalité, c'est qu'un président civil anticipe les élections et qu'après les élections, malgré leur idée ou projet de libération, qu'ils soient appelés à répondre de certaines choses. Parce que pendant ce temps-là, les djihadistes continuent par faire encore des percées. Et on n'oublie pas aussi autre chose, le temps passe, ça fait aujourd'hui, je le dis, 30 jours. Un mois jour pour jour que le coup d'État a eu lieu. Le Mali est sans président, sans gouvernement, sans parlement. Ça ne peut pas continuer encore plus longtemps. Oui, c'est pour cela que la CEDEAO a exigé qu'un gouvernement soit formé dans un délai d'une semaine. Quand ils étaient, donc, on attend en principe. Bon, les délais de la CEDEAO ne sont jamais respectés. Elle avait donné jusqu'au 15 septembre, on est le 18 aujourd'hui. Maintenant, je crois qu'ils sont plus fermes et la junte a compris. Je crois que dans leur conférence de presse d'hier, ils l'ont évoqué. Et ils ont déjà commencé par mener les consultations pour former ce gouvernement ou désigner d'abord celui qui va diriger la transition. Et au fait, et le temps passe, c'est pour cela que je disais, et par principe, que le coup d'État intervenu au Mali est une erreur. Parce que vous voyez le temps qu'ils ont déjà perdu, un mois, et Dieu seul sait si le gouvernement sera formé dans une semaine ou pas. Donc tout ça là, ça ajoute toujours au problème que le pays avait. Le pays, l'une des priorités du Mali avant le coup d'État et maintenant même, c'est la lutte contre les djihadistes. Dieu merci. Moi, ce coup d'État-là pouvait fragiliser et l'armée et l'État malien dans sa lutte contre ces djihadistes. Mais Dieu merci, et ce matin, j'ai attendu la ministre de la Défense française qui disait au Parlement que l'opération Barkhane conjointe, l'opération conjointe entre Barkhane, qui est une opération conjointe entre les militaires français et les militaires maliens, ça se poursuit. Le coup d'État n'a pas affecté cette opération. Elle a déclaré aujourd'hui... Non, le coup d'État n'a pas affecté l'opération, mais le coup d'État a eu des répercussions sur le fonctionnement de l'armée. Ça, c'est vrai. Les coups récents des djihadistes étaient dus à ça. On sent qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'organisation. Voilà. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que c'est le moindre mal pour le moment, parce que le coup d'État, avec le coup d'État,
cette opération de Barkhane pourrait être fragilisée. Mais je me réjouis en ce moment que cette opération, et que c'est la ministre française de la Défense qui l'a déclaré au Parlement aujourd'hui. La France qui avait fait un communiqué un peu flou après le coup d'État, un communiqué pas trop clair après le coup d'État. Au niveau de la lutte contre les djihadistes, oui. Sinon au niveau et sur le plan militaire, il n'y a pas trop de problèmes à ce moment. Oui. Et c'est ce qui me fait dire que pour le moment, de ce côté-là, c'est un peu préservé. Mais en dehors de la sécurité au niveau du Mali, il y a le problème sur le plan social. C'est ce qui a mené même la population à sortir pour demander le départ d'IBK, pour réclamer la bonne gouvernance, mais aussi des conditions de vie et meilleures au niveau de la population. Donc actuellement, les pertes de temps dont nous assistons, les pertes de temps auxquelles nous assistons actuellement, n'arrangent pas la junte au pouvoir. Et vous allez voir qu'au début, les gens ont applaudi. Mais c'est sûr que après un mois, il y a des gens qui avaient applaudi, qui ne sont plus d'accord avec ce coup d'État. La preuve est que le M5, qui au départ était un peu satisfait avec le coup d'État, maintenant, clairement, il s'oppose aux militaires au pouvoir. Donc, il faut qu'on fasse vite pour rétablir l'ordre et pour l'ordre de l'État au niveau du Mali, pour éviter d'autres problèmes. Il y a l'impérieuse nécessité pour la junte d'amener la CEDEAO à lever ses sanctions. La levée des sanctions, la CEDEAO la conditionne au retour à la normale, c'est-à-dire à un président civil, un premier ministre civil pour conduire la transition. Finalement, c'est ça qui va peut-être pousser les militaires à décider de lâcher du lest. La sanction ne touche pas directement les militaires. Mais il y a des graves paliers de sanctions. Vous savez que les institutions comme la CEDEAO pouvaient décider de sanctionner directement ceux qui avaient fait le coup d'État. Maintenant, quand on fait les sanctions ciblées, effectivement, le problème que ça cause, c'est que quand vous aurez à inviter la junte à Abidjan ou à Lomé ou à Accra pour un règlement, vous-même, vous avez déjà peut-être voté un embargo sur les voyages de la junte, donc vous ne pouvez pas leur permettre de voyager. Vous allez vous contredire. Donc, la CEDEAO a fait très vite ses calculs et on se dit, mais sanction économique. Mais la sanction économique, ça ne dit rien à ces jeunes militaires qui viennent quand même d'accéder au pouvoir d'une façon, je ne sais pas, c'est pas miracle, ils sont arrivés. Quelqu'un a labouré le champ, comme je le disais, ils sont venus s'accaparer du pouvoir. Aujourd'hui, la gestion des finances même, c'est tout un problème. La gestion des armes même, c'est tout un problème. Il y a des généraux qui ne parlent pas. Parce qu'ils ont peur de lever le doigt, parce que tu ne sais pas ce qu'on peut te réserver. Toi aussi, c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir ou qui ont fait le coup d'État. Aujourd'hui, la CEDEAO devrait revoir d'abord ses sanctions, qui généralement touchent plus le peuple, les citoyens, que les dirigeants ou ceux qui étaient effectivement à la tête de ce coup-là. Bon, ce qu'il faut noter également, c'est que la CEDEAO, en réalité, a une exigence, mais elle n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir contraindre la junte à faire ce qu'elle demande. C'est ça aussi le problème. Il faut qu'il y ait une bonne volonté de la part de ces jeunes militaires pour pouvoir s'exécuter. Et là, le problème se pose. Ce qu'on a voulu faire au niveau de la junte, c'est essayer de convaincre la grande majorité des Maliens pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir adhérer à tout ce qu'ils proposent comme projet. Mais à un moment... Ça ne va pas être suffisant. Parce que je vous cite ce que disait le colonel Ouagué à la conférence de presse. En parlant de la CEDEAO, ils ont dit que leurs conditions ne sont pas négociables et que si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total. Ce qui peut amener, lui-même, il a employé le mot asphyxie du Mali. Oui, justement, parce qu'au niveau de la CEDEAO, c'est beaucoup de diplomates qui réfléchissent avant que les chefs d'État ne se retrouvent. Voici les options possibles, voici les chemins, les pistes à explorer. Alors, on se dit, mais attention, il faut mettre la barre très haute. Et puis après, on pourrait toujours voir dans les coulisses, parce que
n'oublions pas quelque chose, ce n'est pas tout ce qui se discute avec la junte qui est à la place publique. Parce que je sais que quand il y a des coups d'État pareils, les chefs d'État vont jusqu'à proposer certains avantages à la junte ou aux militaires. Par exemple, si vous acceptez de laisser le pouvoir aux civils, on va négocier avec le nouveau président pour que, un, vous soyez amnistié, deux, pour que vous ne soyez pas persécuté, trois, vous pouvez même vous réfugier dans un pays de la CEDEAO, de votre choix, et on va vous garantir la sécurité à vie, par exemple. Mais en fait, c'est des propositions qui sont faites. Parce que la paix est un mot très cher, parce que quand vous perdez la paix dans un pays, en Afrique ou dans la sous-région, ne croyez pas que c'est ce pays seulement qui est touché. La preuve en est que la Libye aujourd'hui continue pas à alimenter toute l'Afrique en armes et on ne se retrouve pas. Le Mali est frappé par les djihadistes. On devrait mieux faire de régler vite ce problème politique pour se tourner vers ces djihadistes et les combattre comme il le faut. Et puis, oui, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, et c'est peut-être pour ça que vous avez raison quand vous disiez que la junte ne peut pas aller dans un bras de fer. La lutte contre le terrorisme, plusieurs pays de la CEDEAO ont déployé beaucoup de soldats. S'ils décidaient de les retirer simplement, ça aussi, ça sera un coup dur. Oui, et d'abord, la sanction est prononcée, ou bien l'embargo de la CEDEAO, à la CEDEAO, en prenant ces mesures, ne pense pas diriger ces mesures contre la population. C'est contre la junte au pouvoir à qui on demande... Mais c'est la population qui souffre plus. Oui, on demande de rétablir l'ordre de l'État. Bon, mais moi je ne suis pas... Il est vrai, une sanction n'est jamais une bonne chose. Les sanctions ne sont jamais une bonne chose. Mais je ne suis pas toujours d'accord quand on dit que les sanctions ne touchent pas ceux qui sont au pouvoir. Non. Si un homme est au pouvoir et son peuple souffre, et il dit que c'est vers son peuple, il dit que c'est son peuple qui souffre et que lui, il s'en fout, là, il n'est pas un bon dirigeant. Et je crois que est-ce qu'il cherche à être un bon dirigeant? Les jeunes militaires... Si vous voulez être bon dirigeant, vous ne devez pas faire un coup d'État, puisque ce n'est pas mais ils ont dit que démocratie. C'est pour aider le peuple qui sont arrivés. Et je me dis que je compte sur la bonne volonté, la bonne foi, ou bien la sincérité de la junte et au pouvoir. Parce que je vois qu'ils sont très sensibles d'abord à la souffrance du peuple et aussi aux appels de ce peuple-là. Mais tout le monde parle au nom du peuple, justement. Et moi, je les ai trouvés la fois passée au niveau et lors de la conférence de presse et qui sont un peu sensibles à cette souffrance du peuple et tels qu'ils ont déclaré, peut-être que c'est ça qui va les amener à fléchir un peu par rapport à l'embargo de la CEDEAO. Et lorsqu'on prend les sanctions, c'est contre ceux qui sont au pouvoir. Et si le peuple souffre, ça doit interpeller ceux qui sont au pouvoir et pour qu'ils puissent entendre raison. On va passer maintenant à la grande pause et on revient juste après le journal.